Et un des problèmes qui a donné origine au conflit armé et social en Colombie, c'était la propriété de la terre. Donc voilà, Maurice, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus sur ça et aussi déboucher un peu sur, justement, je voulais aussi enchaîner avec la vidéo d'Ivan Cepeda, un constructeur de paix, parce qu'il parle de la paix totale. Donc la paix totale, c'est une des insignes de Gustavo Petro, du gouvernement de Gustavo Petro. Donc à toi la parole. Merci beaucoup. L'arrivée au pouvoir de Gustavo Petro, elle s'inscrit dans une période, un moment où en Amérique latine, on a une évolution assez considérable du panorama politique, hein, puisqu'on a vu maintenant arriver ce qu'on appelle la gauche, ou les progressistes, on peut appeler comme on veut, au Chili, en Argentine, au Pérou, au Honduras, en Colombie et dimanche dernier au Brésil. Lorsque Gustavo Petro a réclamé l'épée de Bolivar, c'est tout un symbole pour les latino-américains, c'est tout un symbole pour la Colombie, dans la mesure où Iván Duque, le président sortant, avait refusé de la sortir, et Gustavo Petro a refusé de faire son discours avant que l'épée de Bolivar ne soit apportée, donc très symboliquement. Et puis il y a eu un autre fait symbolique sur lequel je veux attirer votre attention, c'est évidemment, on se demandait qui serait le représentant de la délégation des États-Unis à cette intronisation de Gustavo Petro. Et d'une certaine manière, avec surprise, on a vu qu'il s'agissait de Samantha Power, la représentante de l'Agence des États-Unis pour le développement international. C'est vraiment le programme minimum, sauf que quand même, donc c'est l'USAID, ça dépend directement du département d'État des États-Unis, donc c'est pas n'importe quoi. Et c'est un organisme qui soutient, qui forme, qui finance les acteurs, les ONG, les médias d'opposition en général au gouvernement de gauche en Amérique latine. C'est-à-dire qu'il y a quand même un signal avec la présence de cette personne de l'USAID. L'USAID, par exemple, a été très impliqué dans les déstabilisations au Venezuela, en Bolivie, au Nicaragua, etc. Et puis, vraisemblablement, vous vous demandez tous avec beaucoup d'inquiétude ce que va devenir l'ex-président Iván Duque. Hein, je le vois dans votre regard. C'est un peu inquiet, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Je voudrais vous rassurer, puisqu'il est devenu membre distingué et conseiller global du Wilson Center, qui est à Washington, qui est un forum non partisan qui a été créé par le Congrès des États-Unis. Et Iván Duque va pouvoir s'occuper des grandes affaires mondiales pour la recherche et le débat. Donc on a même parlé de lui, d'ailleurs, entre parenthèses, pour intégrer la FIFA, le bureau. Pour le moment, c'est en stand-by, mais il n'est pas impossible. Alors simplement, quand même, je parle du Wilson Center. Ce qui est intéressant, c'est que le président directeur du Wilson Center s'appelle Mark Green, et il a été administrateur de l'USAID, on y revient, en particulier en 2017, d'août 2017 à avril 2020, sous la période de Trump, et au moment où l'USAID a beaucoup travaillé à déstabiliser le Venezuela, le Nicaragua et la Bolivie. Voilà. Donc c'était la représentante des États-Unis. Alors l'histoire de la Colombie, je ne vais pas repartir de la conquiste, ni même du début du conflit armé. Hein, vous le savez, c'était une période qui a commencé il y a quasiment 60 ans, 1948, Eliezer Gaitán, avec un certain nombre de guérillas. Et on a eu, je résume parce que vous êtes tous colombiens, on a eu évidemment un grand espoir lorsque, en 2016, ont été signés des accords de paix, après 4 ans de négociations avec la principale guérilla du pays, ou l'opposition armée, la force armée révolutionnaire de Colombie, les FARC. Ce conflit, il faut quand même le rappeler, il faut le resituer, c'est pas n'importe quoi, puisqu'il y a une commission de la vérité et la justice spéciale pour la paix. Je vous rappelle les chiffres, c'est pas n'importe quoi, il y a un rapport préliminaire de 896 pages qui est sorti en juin 2022. Entre 1985 et 2018, il y a eu en Colombie 450 664 morts. 450 000 morts, on va arrondir. 50 000 personnes enlevées, 121 000 disparitions, 7 700 000 déplacés. Et là, on part de 1985, donc il faut rajouter les 200 000 morts de la violence à la période entre 1948 et 1954. C'est-à-dire que la Colombie, en réalité, a vécu une véritable tragédie. 2016, négociation de paix. Et puis arrive derrière le président, ou ce qu'on a appelé souvent le sous-président Iván Duque, puisque tout le monde sait que en fait, le véritable mentor de Iván Duque, c'était Álvaro Uribe, le président d'extrême droite,
de droite radicale, on peut appeler comme on veut. Douguet, il est élu en 2018 avec 54% des voix, et il va bénéficier, je le rappelle, parce que ça n'a pas été beaucoup mentionné, en particulier dans les médias en Europe ou en France, d'achats de votes, en particulier sur la côte atlantique, et puis de menaces, de manœuvres très troubles en lien avec un narcotrafiquant, en particulier José Guillermo Hernández d'Ildier, qui fait qu'en réalité son élection est entachée de beaucoup de suspicions. Douguet, il va amener à une triple crise, une crise humanitaire, une crise politique et une crise sociale. Je rappelle là encore, c'est quelques chiffres, mais il faut les savoir. Pendant le mandat de Ivan Duque, vous avez 1400, c'est encore j'arrondis, dirigeants sociaux qui ont été assassinés en Colombie, hein, et puis 350 ex-signataires des accords de paix, des FARC, qui ont été assassinés. C'est-à-dire que c'est une véritable tragédie. Je précise d'ailleurs que malheureusement pour le moment, malgré l'arrivée au pouvoir de Gustavo Petro, les assassinats systématiques de militants, de syndicalistes et de défenseurs des paysans continuent. Évidemment, on ne va pas sortir de cette situation en quelques jours. Alors la terre, on y arrive. La production agricole en Colombie, elle est sinistrée depuis les années 90. Lorsqu'il a été décidé d'ouvrir le marché national à la production agricole mondiale, je suis en train de penser que je parle peut-être trop vite, non? Ça va? Bon, je vais essayer de ralentir, mais on ne va pas faire 15 minutes. Donc effectivement, il y a eu une ouverture de la paysannerie colombienne a été confrontée à une ouverture, et les ananas, le café, le local, le maïs, les haricots, les pommes de terre, les oignons qu'ils produisaient ont commencé à être payés en dessous de leur coût de production par rapport à d'autres pays environnants. La paysannerie, elle a eu un rôle principal, elle a eu un rôle extrêmement important dans les négociations de paix de 1996. Ça a commencé en 2012. C'est la paysannerie qui a payé le plus lourd tribut au conflit armé en Colombie. Et là encore, souvenez-vous, en 2013, il y a eu un soulèvement paysan, un soulèvement avec des barrages routiers, des manifestations, avec y compris le président Juan Manuel Santos qui avait promis des aides sociales et des plans qui n'ont pas été tenus, entre parenthèses. Ce qui fait qu'en 2014, on a vu arriver un soulèvement agraire avec 5000 personnes à Bogota, et une rencontre qui a été à l'époque qui avait été inaugurée par Gustavo Petro en 2014 avec les paysans. Et ce que réclamaient les paysans, c'était la souveraineté alimentaire, la défense du territoire et la paix avec justice sociale. Et dans tout ce qui concerne la substitution, donc pour supprimer la coca et puis revenir à des cultures plus traditionnelles, les paysans devaient participer pour définir les cultures qu'ils allaient développer en fonction des sols et puis du climat. Et la première année, un versement, alors je vous donne en dollars, je ne vous donne pas en pesos, encore qu'il y a beaucoup de Colombiens, donc vous le voyez, mais la première année, un versement mensuel d'environ $340 était prévu pour substituer des cultures et préparer la terre pour les plantations légales. Et il était prévu également que les agriculteurs reçoivent une prime variant entre 272 et $3000 pour financer des projets autonomes. Tout ça, évidemment, ça n'a pas été mis en œuvre. Et donc, les paysans se sont retrouvés dans une situation absolument catastrophique. Parce que certains avaient déjà commencé à éradiquer la coca. Ils ont éradiqué la coca et puis ils se sont retrouvés dans une situation catastrophique. Alors, le PNIS, entre 2017 et 2020, il a vu ses ressources diminuer de 81%. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait là encore, Douquet a saboté ce travail. Et ça a donné quoi dans les campagnes? Et je vous parle de ça, c'est pas tellement parce que c'est le passé, c'est pas vieux. Là, les chiffres que je vais vous donner, c'est 2022, c'est des chiffres que j'ai recueillis dans le Magdalena Medio en mai dernier. Où les organisations paysannes m'ont expliqué ce qui se passait dans les campagnes actuellement, à l'heure où nous parlons, juste avant la prise de pouvoir de l'élection de Gustavo Petro. Imaginez-vous que vous êtes paysan colombien. Si vous cultivez 150 kg de yucca, ça vous rapporte environ 250 €. 150 kg de yucca, 250 €. 1 kg de coca, 875 €. Bon, évidemment, il n'y a pas photo. Une journée de travail dans la yucca, c'est 7,5 €. Une demi-journée de travail de raspachin, c'est ceux qui raclent les cocaillers, 38 €.
Une journée dans la yucca, 7,5 €. Une demi-journée dans la coca, 38 €. Évidemment, vous avez dans les campagnes colombiennes un certain nombre d'organisations armées, les autodéfenses gaétanistes de Colombie, les paramilitaires, les dissidents des FARC, des groupes mafieux, et qui sont évidemment intéressés par la culture de la coca et le trafic de cocaïne. De sorte que le paysan est confronté à une situation dans laquelle on vient de le voir, et on lui dit, voilà, écoute, on te prête 5 millions de pesos, c'est-à-dire 1250 €, pour que tu recèles de la coca. Tu le rembourseras dans les 2 ans qui viennent. Et tout le monde se retrouve complètement prisonnier de la coca. Parce qu'évidemment, si vous ne le remboursez pas au bout de 2 ans, vous vous faites assassiner. Et donc vous êtes quasiment obligé de continuer à cultiver la coca. Vous avez entre novembre 2016 et juin 2021 75 promoteurs de la substitution qui ont été assassinés, parce qu'évidemment les groupes armés n'ont pas intérêt à ce que la coca disparaisse. Et puis si vous êtes jeune dans la campagne colombienne, vous n'avez quasiment aucune chance d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à la santé. Vous avez des types sympas qui viennent vous voir et qui vous disent, voilà, on te donne 1 million de pesos, c'est-à-dire 250 €, une moto et une arme. Et tu intègres notre groupe. Et puis ensuite, pendant le temps nécessaire, tu auras 375 € par mois pour participer donc au trafic de la coca. C'est la situation dans les campagnes colombiennes. Et là, je vous donne les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres que m'ont donné les organisations paysannes dans le Magdalena Medio il y a 5 mois, il y a 6 mois. Résultat des courses, d'après un organisme des États-Unis, le National Drug Control Policy, le ONDCP, il y avait en Colombie 208 000 hectares de coca en 2018, il y en avait 234 000 en 2021. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de progresser alors que théoriquement, il était prévu que tout ça diminue. Deuxième point de l'accord dont je voulais vous parler, qui a été là encore saboté mais qui est extrêmement important, c'est que le point 5 de l'accord de paix prévoyait un système de justice, de vérité, de réparation et de non-répétition. La justice transitionnelle pour arriver à la paix, avec une juridiction spéciale pour la paix dont la création a été approuvée en 2017. Il était évidemment prévu que les ex-guérilleros, les paramilitaires, 2 minutes, moi je suis mort là. Bon, je pense qu'il y aura débat, donc après on pourra continuer, mais il était donc prévu que les acteurs du conflit armé viennent témoigner devant la justice pour la paix. Il se trouve que, évidemment, les anciens guérilleros le font, mais il était également prévu que ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire que les fonctionnaires, les industriels, les hommes d'affaires qui ont été liés au financement du paramilitarisme viennent aussi témoigner. Et ça a été purement et simplement supprimé, de sorte qu'on n'oblige plus aujourd'hui des gens qui ont participé à ce conflit armé, et en particulier ceux qui ont financé le paramilitarisme, à venir témoigner devant la justice, qui évidemment est un problème pour comprendre le conflit. Je vais arrêter là, puis après parce que là j'en ai encore pour une demi-heure. Oui, c'est parfait. C'est justement pour donner place aux gens. Ce serait très intéressant qu'ils puissent parler et poser leurs questions. Donc maintenant, je donne la parole à la professeure Diana Ruiz-Pino. Comme vous savez, Petro, dans son discours, il a prononcé quelque chose de très fort. C'était un message très fort pour tous les Colombiens et Colombiennes. Et pour l'Amérique latine, c'était Colombie, potencia mondiale de la vida. Puissance mondiale de la vie. Et donc ça englobe aussi la protection de l'environnement et la protection de la Colombie comme 12e pays plus biodivers du monde. Et donc la professeure Diana, elle pourra nous donner justement sa vision. Elle est aussi engagée dans énormément de projets de défense de l'environnement en Colombie. Donc je vous donne la parole, professeur. Merci. Mon hypothèse est la suivante, c'est que nous sommes dans une période de nouvelle conquête. Donc, celle-ci, elle a commencé il y a 500 ans, mais mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, la situation actuelle en Colombie, en Amérique latine, est une nouvelle conquête. D'un côté, il y avait les conquistadores, de l'autre côté, il y avait les Indiens. D'un troisième point, il y avait des bateaux qui arrivaient. Un autre quatrième point, il y avait des richesses. Il y avait tout un continent qui restait
très peu habité, qui était resté donc fermé aux échanges avec le reste du monde et qui d'un seul coup on redécouvrait et surtout on redécouvre qu'il y a de l'or. Il y a de l'or et il y a des richesses, pléthore des richesses qui n'existent pas dans les pays dont arrivent les gens, les pirates. Donc il y avait des pirates. Alors moi je pense que dans la nouvelle conquête d'aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. Démonstration que j'ai faite à l'Union européenne, dans une conférence à laquelle j'étais invitée. Donc, en quoi consiste cette nouvelle conquête? D'abord, il y avait des ports. Il y avait des ports, on devait recevoir des bateaux. Donc, je commençais à m'intéresser à cette nouvelle hypothèse des nouvelles conquêtes, parce que je me suis intéressée à la défense pour qu'on ne construise pas des mégaports, un sur la mer des Caraïbes et l'autre sur l'océan Pacifique, dans les deux seules régions d'eau profonde, et sont les régions avec les plus protégées et avec des civilisations précolombiennes très importantes. C'est le port de las Américas, le long de Parque Tayrona et de la Sierra Nevada de Santa Marta, avec 4 tribus d'Indiens. Et c'est le port des Tribuga, qui est aussi donc une région avec des afrodescendants et des Indiens, qui sont des régions intactes. Alors vous savez combien de régions dans le monde aujourd'hui sont intactes? C'est d'ailleurs ce que je dis, ce qui me manque le plus de la Colombie, c'est cette nature intacte qui n'existe pas en Europe, qui n'existe pas dans la majorité des... Donc on redécouvre en fait. La Colombie s'ouvre et pour moi le processus de paix était aussi une nécessité. Il n'y a pas que le bon côté que nous voyons au processus de paix. Je pense que si la France et beaucoup des pays ont cofinancé le processus de paix, c'est parce qu'il y avait des intérêts que les intendencias, las comisarias et la majorité du pays qui était fermé au commerce international s'ouvrent au commerce international. Tout ça, c'était des terres parfaitement intactes et des gens parfaitement intacts. Donc c'est un autre épisode qui a à voir avec mon hypothèse des nouvelles conquêtes. Alors, des ports, et quelle contribution de la science? Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser, les pêcheurs et les Indiens sont venus me demander de les protéger pour qu'on ne construise pas des mégaports qui devaient venir et qui avaient évidemment des intérêts et étaient pilotés depuis le Global Nord, comme je l'appelle, pour qu'il y ait des mégaports capables de remplacer le canal de Panama que les Nord-Américains venaient de perdre, puisque la concession du canal de Panama par Panama venait de tomber. Et donc il fallait remplacer. Il y a eu une première tentative de prolonger le tampon del Darién. On nous parlait de l'Altrato, el Chocó, toute la région intacte aussi de forêts primitives en Colombie. Le tampon del Darién, c'est une de mes premières luttes et on a réussi à qu'on n'ouvre pas le tampon del Darién qu'on traverse depuis le Pacifique jusqu'à la mer des Caraïbes. Donc il fallait des très grands ports. Alors j'ai entrepris des études, je vais passer cela rapidement. Heureusement que cette fois-ci, quand les conquistadors arrivent, nous avons des scientifiques comme moi, mais aussi toute une communauté scientifique des Colombiens par le monde qui se sont reliés à ma démarche et qui avons entamé des études scientifiques pour défendre et aider les avocats. Et nous venons donc de gagner la première bataille contre une grande multinationale et contre des gouvernements étrangers, qui est la multinationale Mitsubishi, associée avec évidemment le gouvernement de Duque et de bien avant, avec des licences qui étaient complètement foireuses, des règles qu'ils avaient installées, puisque la Constitution de 1971 prévoit déjà la protection de l'océan, des fleuves et de la possibilité que la mer, que les organismes vivants et que toute la nature colombienne était donc personería jurídica, ils pouvaient se défendre eux-mêmes. Nous avons eu affaire donc à des grands avocats, parce que la Colombie aujourd'hui a des grands avocats aussi. Ça, c'est une grande différence avec les premières conquêtes, où c'était les étrangers qui arrivaient avec des scientifiques. Cette fois-ci, ils se rendent compte qu'il y a aussi des scientifiques, qu'il y a aussi des avocats qui sont et des leaders environnementalistes. Alors, tous les leaders qui sont environnementalistes, qui ont travaillé avec nous, il y en a plusieurs qui sont maintenant morts. Il y a même une Espagnole qui vivait à Tribuga qui a été assassinée. Moi, j'ai reçu des menaces de mort et tous les
toutes les personnes du Congrès, en fait, qui étaient alliées avec nous, comme par exemple Aïda Bello, on a tous reçu donc les menaces de mort. Alors, c'est le premier triomphe. Il se trouve que 2 mois avant que le gouvernement de Petro arrive au pouvoir, ils se sont dépêchés à signer des nouveaux contrats avec des quantités d'entreprises où je pourrais répondre à la personne qui a posé la question. Je travaille avec quelqu'un des Ciudadanos pour la paix pour faire la liste de toutes les entreprises et nous sommes en train d'analyser la façon dont les contrats sont réalisés aujourd'hui parce que c'est digne et pire que les contrats qui étaient effectués il y a 500 ans pour exploiter notre continent. Donc je pense qu'il faut, dans cette hypothèse que j'ai, il faut vraiment, pour qu'il y ait la paix totale et pour que la vie soit défendue en Amérique latine, c'est vraiment s'attaquer au pire des ennemis que nous avons et qui n'est pas malheureusement pas à l'intérieur du pays. Donc c'est un peu la triste situation de Colombie, c'est un peu comme un grand intellectuel français, hein, c'est lui qui a écrit Triste Tropique. Donc je pense qu'il faut qu'on parte de cette évidence que nous avons fait avec Ciudadanos pour la paix. J'ai commencé un travail qui est de superposer les cartes de la richesse minière, de la richesse en vie, de la richesse des écosystèmes, de la richesse des biodiversités. Ce n'est pas le but ici et je n'ai pas le temps, mais j'ai les chiffres exacts de la localisation de toutes les richesses et le pourcentage qui représente en richesse la Colombie, alors que plus de 85% de l'argent, tel que Piketty, un grand économiste français, vient de le démontrer, 85% plus de la richesse du monde est dans les pays du Nord. Donc il y a un système économique, il y a un système financier, il y a un système de dette qui a été installé de façon à que nos richesses ne valent rien, ne restent rien. Donc je pense que la paix ne se fera pas si nous ne faisons pas une nouvelle indépendance. Et la nouvelle lutte pour l'indépendance est aussi de se libérer de cette nouvelle conquête. Alors, un horizon possible de solution. Mais pour moi, la solution possible, elle est écrite dans une des premières phrases écrites dans le Capital de Marx. Il est écrit, et le capitalisme se base sur une phrase très simple, qui est que la nature, en fait, elle ne vaut pas du capital. La nature et la vie, c'est la plus grande richesse que la Colombie a. Dans le Capital est écrit que seulement la valeur ajoutée du travail exercé, donc du travail et de la technologie qui apportent tous ces pays qui n'ont pas la biodiversité, qui n'ont pas les ressources premières qui sont indispensables pour le développement de la soi-disant technologie qui nous amène vers la transformation, vers une Europe plus écologique, période pendant laquelle on détruit et on continuera à détruire, puisque je pense qu'on a vu tout à l'heure l'exemple d'une région, mais je pourrais montrer peut-être dans une autre opportunité la conférence que j'ai donnée à l'Union européenne, dans laquelle je superpose et j'évalue du point de vue scientifique toutes les richesses qui possède la Colombie. Eh bien, c'est la démonstration que mon hypothèse est donc valable. Alors, ce que je voulais finir, c'était un petit peu avec les solutions. Alors, les solutions possibles, mais je propose évidemment qu'il faut s'attaquer au système économique, il faut s'attaquer à la dette, hein, parce qu'il y a la dette du monde entier, il y a la dette par exemple qui est à Haïti, hein, qui est une dette qui a été installée par la France depuis trop longtemps. Donc il y a l'explication de la pauvreté, l'explication de la violence qui pour moi est liée à une violence. Bien sûr qu'il y a des paramètres internes à nos caractères. On est un peuple extrêmement passionnel, extrêmement émotif, mais il suffit d'une éducation avec ce nouveau gouvernement qu'on a déjà détruit cet ennemi interne. Donc on a un nouveau gouvernement, un gouvernement pour la défense de la vie. Et la défense de la vie, pour moi, c'est la défense des êtres humains. Ça va avec la défense de la nature et de tous les êtres vivants. Alors nous sommes dans le chénal de la plus grande biodiversité du monde. Donc nous avons aussi, pour cette raison, fait la première constitution qui défend de cette façon-là la nature. Par contre, il faut être très attentif parce que dans tous les contrats que nous avons vus,
Eh bien, par exemple, la consulta previa. Nous avons eu l'opportunité d'analyser des contrats pour la construction des ports. Eh bien, il y a eu des consulta previa dans lesquelles on a payé des gens qui n'habitaient pas dans le village. Il y a des règles qui ont été changées par l'anglo-gaulle anglaise pour qu'il n'y ait pas de consulta previa. Donc, c'est tout simplement pour vous dire qu'il faut être extrêmement vigilant, extrêmement attentif et arrêter ce qu'il y avait les Indiens au moment où les premiers conquistadors sont arrivés, cette naïveté et cette façon de que l'ennemi, ce qu'il est en train de nous introduire à l'intérieur une fois de plus, c'est que nous avons la plus grande corruption du monde. Effectivement, il y a une grande corruption en Amérique latine, mais de mon point de vue, ce n'est pas la seule raison et peut-être pas la plus importante pour expliquer la situation de violence et de perte de vie humaine et de perte de vie naturelle. Nous avons un trésor, je l'ai appelé un pays fait au nord, et je vous invite tous à avoir complètement une autre attitude parce qu'il faut remettre en cause le système d'échange que nous avons avec le reste du monde et que c'est la clé pour la paix et pour un pays et un exemple pour la vie. Merci beaucoup. Je suis très contente de tout le changement qui est en Colombie, mais la position dernière de Petro quand il a dit à les États-Unis que les États-Unis devaient apporter pour être garant de l'Amazonie, qu'ils devaient aider pour arrêter la déforestation de l'Amazonie. Et il a invité les États-Unis à participer à cette démarche. Donc j'aimerais savoir l'avis de vous sur cette situation. Les États-Unis ont avec la Colombie une relation tout à fait particulière puisque la Colombie elle était le meilleur allié quasiment des États-Unis à tel point qu'on l'a appelé l'Israël de l'Amérique latine. Bon. Il est évident qu'un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir en Colombie va devoir se confronter aux États-Unis. Donc la situation de Petro est compliquée. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas être dans le triomphalisme. Petro arrive au pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles, avec des premières mesures extrêmement courageuses. Mais il ne peut pas d'un seul coup expliquer aux États-Unis c'est fini entre nous. Bon. Il a fait un discours il y a très peu de temps, il y a quelques jours, extrêmement courageux, où il a dit que en gros les États-Unis ruinaient l'économie du monde. Hein, c'est-à-dire qu'il a pris une position très très claire. Il va avoir à régler des problèmes internes dans lesquels les États-Unis sont impliqués. Rappelez-vous que sous l'impulsion de Uribe Santos y Duque, la Colombie est un partenaire global de l'OTAN. Il a une majorité qui a été recomposée par des alliances avec un certain nombre de partis de droite. Et donc, si Petro peut actuellement gouverner, c'est parce qu'il a passé une alliance avec des partis, y compris de droite. La majorité de Petro, elle peut se disloquer très rapidement. Donc, il est obligé, effectivement, par rapport aux États-Unis, il a y compris évoqué le fait qu'il n'y aura plus d'extradition. Et les États-Unis sont très fâchés avec ça. Les États-Unis ont déjà fait une déclaration en disant s'il n'y a plus d'extradition, ça pose un vrai problème. L'extradition, je vous le rappelle, elle a servi en Colombie, par exemple, au président Álvaro Uribe, après avoir signé un supposé accord de paix avec les paramilitaires, il a expédié les chefs paramilitaires aux États-Unis, de manière à ce qu'ils ne puissent pas, en Colombie, raconter quels étaient leurs liens avec les entreprises, le monde politique, etc. C'est-à-dire que l'extradition a été utilisée pour faire taire les chefs paramilitaires à partir de 2005. Puisqu'aux États-Unis, ces chefs paramilitaires sont jugés pour narcotrafic, mais pas pour crime contre l'humanité. On leur reproche uniquement de narcotrafic. De sorte qu'en Colombie, on a fait taire les chefs paramilitaires, et c'est actuellement le travail qui est en train d'essayer de faire la justice spéciale pour la paix, de reconstituer ce qu'ont été réellement les acteurs du conflit colombien. Donc effectivement, Petro, il a botté en touche en disant aux États-Unis « aidez-nous à protéger l'Amazonie ». Et honnêtement, on ne peut pas le lui reprocher. Je veux dire, il peut pas rompre avec les États-Unis. Il peut pas, c'est pas possible. On parle de la paix totale. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Il y a eu un accord de paix avec les FARC en 2016. Si vous prenez aujourd'hui la situation en Colombie, la négociation qu'il va devoir faire,
Vous avez, la Colombie, c'est un conflit qui est devenu complètement illisible, aux multiples belligérants. Vous avez les dissidences variées des FARC, vous avez l'armée de libération nationale, vous avez des résidus de l'armée populaire de libération, vous avez les autodéfenses guettalistes de Colombie, qui sont les paramilitaires. Vous avez, je vais très vite là, c'est pas la peine de traduire, vous avez l'EPL, los Rasrojos, los Capareros, los Pacheco, la Oficina, los Punta. Il va falloir négocier avec tout ce monde-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir des succès et il va y avoir des échecs. Parce que, n'oubliez pas, le narcotrafic est au cœur de la conflictualité. Petro ne peut pas, je vais dire, dans l'état actuel des choses, se fâcher avec les États-Unis. Déjà, il est en train de les agacer sérieusement. Rappelez-vous, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelques jours après être arrivé au pouvoir, il a rétabli les relations diplomatiques avec Cuba, il a rétabli les relations diplomatiques avec le Nicaragua et avec le Venezuela. Et dimanche dernier, ou le 1er novembre, il a rencontré Nicolas Maduro. C'est déjà pour les États-Unis quelque chose qui est là, faut pas croire. Donc il est en train déjà de chercher jusqu'où il peut aller. On ne peut pas lui reprocher les quelques concessions qu'il va faire aux États-Unis, parce qu'il faut, si on souhaite que le gouvernement de Petro survive, il faut admettre que ce n'est pas un gouvernement révolutionnaire. Il l'a dit, Petro, il a fait une déclaration qui peut-être a choqué beaucoup de gens à gauche. Je ne sais pas si je l'ai là. J'ouvre les guillemets. Nous allons développer le capitalisme. Non pas parce que le système nous plaît, mais parce que nous devons sortir du féodalisme et entrer dans la modernité. Je veux dire, ça veut dire que ça va être extrêmement compliqué. Je veux dire, Petro va avoir besoin du soutien de la communauté internationale, mais il va se heurter à une opposition interne, il va se heurter à une extrême droite qui existe toujours, même si Álvaro Uribe est en déclin. Il est remplacé, on est invité ici par les Colombianas por la paz, mais il y a aussi les Colombianas por la guerra. Je pense à Maria Cabal, je pense à Paloma Valencia. C'est-à-dire que Uribe est en déclin, mais il y a en ce moment deux leaders, je ne sais pas comment dire au féminin, au féminin, qui sont en train de prendre le relais et qui actuellement représentent l'extrême droite la plus dure contre Petro. Donc voilà, le panorama, il est à la fois enthousiasmant parce que Petro, les premières mesures qu'il prend, elles sont extrêmement courageuses, y compris il arrête. C'est déjà une première position. Mais ça ne va pas être simple. Pour personne, pour Lula, ça ne va pas être simple non plus. Lula, je veux dire, pour battre l'extrême droite, il est obligé de passer une alliance avec Geraldo Alckmin, qui est un type de droite. Ils sont tous, le rapport de force ne va pas permettre d'une grande révolution. Je pense qu'il faut rajouter d'autres acteurs qui sont aussi les entreprises multinationales. Parce que pour moi, le cœur du problème, ce n'est pas la cocaïne. Moi, je pense que la cocaïne, comme l'a proposé Petro, il suffit qu'elle devienne légale. Nous, on commencera à toucher des bénéfices, puisqu'il y aura des taxes là-dessus. Mais ce n'est pas en finissant avec la cocaïne, puisque tous ces territoires, c'est ce que nos données scientifiques prouvent, qui sont les zones les plus riches de la Colombie. Donc, comme on a toutes ces multinationales derrière et aussi des entreprises internes au pays, des intérêts nationaux aussi, des intérêts régionaux. Le Chili aussi exploite une grande partie de la Colombie. Donc je pense que, pour moi, la clé est vraiment ce qu'il y a derrière. Et moi, ce que je vous invite, c'est à penser au-delà de la cocaïne. Les ports en construction, moi, je me suis dit, mais pourquoi 65 ports en Colombie? Qu'est-ce qu'on veut sortir? Les routes qu'on construit, c'est aussi comme à l'époque de la conquête. On veut construire des routes, non pas pour développer le pays, mais pour sortir les richesses. Les gens en Colombie n'ont pas de train, mais on est en train de faire des trains comme dans les Cerrejón. Juste un train qui amène le charbon des mines jusqu'à Santa Marta. Donc, je pense qu'il faut rajouter dans sa liste les multinationales et les intérêts étrangers. Évidemment, les intérêts des États-Unis, puisque nous sommes à 1h30 des États-Unis et il y a des bateaux qui partent de Santa Marta, nos pêcheurs qui vont en très peu de temps. Moi, je pense que la seule solution, puisque c'est très fort, du point de vue stratégique, politico et stratégique, c'est très compliqué, la relation avec les pays dominants, les pays qui font la guerre, parce que l'économie aujourd'hui est une guerre aussi, et on a une guerre en Amérique latine. La Colombie est
le 4e pays en nombre de population qui vient d'Israël. Alors, Uribe, il avait signé un contrat avec Israël. Donc la Colombie reçoit depuis très longtemps tous les Israéliens qui partent, qui ont fait ce service militaire qui a été détruisant du point de vue du mental aussi psychiatrique pour les Israéliens. On a des liens très étroits. Il y a des tas d'histoires. Donc en tant que journaliste, je t'invite à regarder l'historique et le nombre des Israéliens qu'il y a en Colombie. Et il y a eu aussi l'échange avec l'Israël d'apprentissage pour l'armée colombienne, pour les entraînements. Ils entraînaient non seulement les militaires, mais aussi la guérilla et l'achat des armes. Donc je pense que tout ça est très important, évidemment, et que nous avons, d'après mon point de vue, un parallèle avec Israël, parce que nous avons peut-être un tempérament un peu similaire à celui des Israéliens. Et je pense que le seul moyen de s'en sortir, c'est la question, José, que tu as demandé, c'est l'union de la gauche. Je pense que l'indépendance vis-à-vis des dominants qui sont et des exploitants du reste du monde, qui est mon hypothèse, est vraiment l'union de l'Amérique latine. C'est créer une monnaie propre, un système, c'est d'être indépendant, de récupérer notre culture, de décoloniser la science, décoloniser la culture, décoloniser l'économie, tout décoloniser. Et pour ça, nous avons besoin d'être forts et de créer un pôle fort. Et Chavez l'avait déjà lancé, c'est pour ça qu'à 50 ans, il a été tué. Et tous nos grands leaders de gauche ont été tués à la même âge, de la même façon. Donc je pense qu'il faut regarder avec cette union qui était la question. Maintenant, l'autre question qui était l'Amazonie, je pense que Petro est très subtil. Il ne faut jamais lire ses discours au premier degré. Petro est quelqu'un qui est en train de donner ce que je pense que l'Amérique latine a comme rôle. Nous avons le rôle de conscience du monde. Parce que nous avons un rapport à la nature qu'un pays comme l'Angleterre ne peut pas avoir. Quand l'Angleterre est une île qu'au départ n'avait pas de nature. Toute la nature anglaise est artificielle. Ça crée la mentalité du protestantisme. Le diable est dans la nature, donc la nature, il faut la démolir. Nous avons un rapport à la nature et au vivant qui est très différent de celle qui existe ici. Donc je pense que quand Petro dit ça, ce qu'il y a derrière, c'est énormément de choses. Puisque l'Amazonie est le poumon de la Terre, puisque l'Amazonie absorbe une partie de l'excès du CO2, c'est une mission de la planète entière. Et les Nord-Américains, qui émettent 3 fois plus de CO2 dans l'atmosphère, au même niveau de vie qu'un Européen, qui est le pollueur majeur de la planète, qui est en train de détruire, avec son modèle économique, des hyperconsommations et des gaspillages, et bien maintenant, je pense qu'il faut faire payer. Il faut que nous entamons à évaluer cette destruction, cette misère, parce que notre pauvreté, notre injustice, nos problèmes écologiques, il faut arrêter aussi de délocaliser les problèmes écologiques chez nous. Moi, ce que je regarde, c'est qu'on est en train de déplacer toute la production, aussi en Amérique latine, et toute l'exploitation. Donc il va y avoir un monde écologique ici, et un monde de destruction écologique dans les pays les plus purs, les plus primitifs, comme la Colombie. Donc je pense qu'il faut lire ce message d'une façon très profonde, puisque l'Amazonie représente beaucoup, et que ce n'est pas les miniers illégaux, artisanaux, mais c'est la draga. Quand j'étais enfant, ils arrivaient déjà comme ça pour exploiter tout l'or et tout ce qui s'ensuit, de l'Orinoki, de l'Amazonie, etc. Donc je pense que c'est très profond ce qu'il dit, et il invite. Il fait, pour moi, c'est un message aussi de conscience. Bon, à part la question sur la paix, qui est extrêmement importante, est-ce qu'il y a d'autres projets? Moi, je pense surtout à la résurrection de l'UNASUR, qui est pour moi extrêmement important pour l'Amérique latine. Est-ce qu'il s'engage à reprendre des dialogues avec d'autres pays, d'autant que maintenant, quasiment tous les pays d'Amérique latine sont de gauche, même s'il y a des nuances. Et puis, sur le plan interne aussi, est-ce qu'on peut changer la constitution en Colombie? Parce que c'est une constitution héritée, en tout cas, qui date
de quelques années, est-ce qu'aujourd'hui la Constitution peut être changée? Alors, je t'invite à lire la Constitution colombienne. Gustavo Petro fait partie des auteurs. C'est la Constitution qui a été faite quand le M19 a rendu les armes. C'est une Constitution révolutionnaire. Je viens de lire un livre qui, pendant 50 pages, un livre édité par un intellectuel français qui parle de la Constitution colombienne. C'est un exemple. Et Petro, un de ses programmes, c'est de mettre en pratique la Constitution parce qu'elle est merveilleuse. Je t'invite à la lire. Je pourrais te citer des phrases tellement c'est extraordinaire. Du point de vue social, du point de vue écologique, c'est vraiment à l'avant-garde. Ici, à l'université, on étudie la Constitution colombienne. Donc, il y a des analyses. Donc, la Colombie n'a pas besoin de passer par cette étape que le Chili parce qu'elle a fait la Constitution avant. Je pense que c'est parce qu'il y a eu cette Constitution que maintenant, on a aussi ce gouvernement. Donc, c'est vraiment... je t'invite à la lire. Et avant de répondre, je vais donner la parole à Gérald qui voulait poser une question et après, voilà, je vous laisse répondre. Ya se escribió, Galeano ha escrito hace un buen tiempo un libro que se llamaba Las Venas Abiertas de América Latina y que estamos siempre en el mismo modelo. Y que estas venas abiertas son los famosos puertos que usted escribe. Y bueno, yo creo que 90% más o menos es la cifra común de todos los países latinoamericanos sobre el tema de las exportaciones de materia prima. Y para mí la cocaína es una materia prima, como otra. Es un monocultivo, como la palma aceitera u otra. Entonces, yo creo que el fundamento de todo eso es el cambio de modelo económico. Actualmente estamos solamente un continente que es un mero distribuidor de materia prima y no más, no es desarrollo. No hay una sola cosa transformada que se fabrica en América Latina. Todo se importa de China, de Estados Unidos y de Europa. ¿Cuál es su opinión sobre la necesidad de un cambio de modelo económico total, que la sola manera para independizar totalmente y decolonizar a los países latinoamericanos, ¿no? Est-ce qu'on va demander à la Colombie toute seule de changer de modèle économique mondial? On ne peut pas. Non, pas mondial. Non, mais local déjà. Local, oui, mais oui, tout est possible, mais pour le moment, moi, si vous voulez, je regarde la réalité. Je suis très pragmatique. En réalité, c'est très facile de partir dans un grand discours. Il faut changer le monde. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Après, vous arrivez au pouvoir et comment vous faites? C'est ça la vraie question. Prenez le Venezuela voisin. Le Venezuela a tenté de changer le système économique pour passer à un système post-néolibéral. Ça fait 15 ans que le Venezuela est détruit par les États-Unis et par l'Union européenne pour avoir voulu changer de modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement, y compris se considérer comme révolutionnaire, et je parle pour nous tous à la limite, et dire il faut, oui d'accord, il n'y a qu'à, mais après comment vous faites? Nous, on n'est même pas capable de le faire. C'est pas, là, mon message, c'est pas un message négatif. C'est qu'il faut comprendre que vous arrivez au pouvoir et vous ne changez pas les choses en un claquement de doigts. Mais non, mais c'est pas... Moi, j'ai dit que s'il n'y a pas de changement du modèle économique, on ne sort pas de la situation. Non, mais d'accord, mais ça, on est tous d'accord avec ça. Bon. Et chaque pays, par exemple, vous prenez le Pérou, où c'est 90% des exportations, c'est des minerais. Est-ce que c'est normal? Et jamais il y a eu des gouvernements progressistes, et avant leur arrivée au pouvoir, on en était à 90%, quand ils sont partis, on en était encore à 90%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de dynamique économique dans le continent pour changer de modèle. Mais posons-nous la question, quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent ces gouvernements pour réussir à transformer la société? Bon voilà, moi j'ai pas la réponse. Ben, sinon on ne sort pas. Mais non, mais on va rester à discuter là pendant encore 40 ans. Oui, et ça on peut le faire à la poste. Avec des pierres, c'est mieux. Oui, il y a beaucoup de nourriture colombienne. Ce qui se passe depuis 10 ou 20 ans en Colombie, ça a été aussi une transformation radicale. On pouvait être pauvre et digne en Colombie il y a encore 20 ans. Donc c'est un modèle économique qui est imposé
qui vient, pour moi, j'ai oublié un truc dans ma démonstration de nouvelles conquêtes, c'est le protestantisme. Donc c'est en Suisse avec des participations des Allemands, des Anglais, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande. Il y a des points en commun. Tout est imposé. Donc l'Amérique latine, on n'est pas indépendant. Je veux dire, ça a été écrit en 1976 et il y avait déjà eu d'autres accords intérieurs où imposer à tous ces pays de jamais se développer technologiquement. Donc ça maintenait une dépendance des ressources naturelles qu'on a besoin absolument. C'est là où je ne suis pas d'accord que le rapport de force. Notre rapport de force, c'est d'avoir tout ce que ces pays-ci ont besoin. Donc il faut vraiment négocier les choses et changer le capital de Marx. Ce qui a le coût le plus cher, c'est la nature. Donc quel est le pourcentage de ce capital que l'Amérique latine a apporté à l'humanité depuis 500 ans, puisqu'on a acheté tout ça pour rien du tout. Ça, c'est changer de modèle économique. Et moi qui suis au GIEC, au groupe international pour les changements climatiques, ça va être ma proposition. Il faut que la nature ait un prix différent, un vrai prix, une vraie valeur. On règle le problème social, le problème économique, les problèmes d'injustice sociale, et on passe à un système écologique. Parce que Petro, qui s'inspire beaucoup de tous ces résultats que nous avons obtenus, l'écologie, c'est la survie de la planète, puisque nous dépendons de toute la vie, etc. Donc il faut que cette dépendance que nous avons, ce n'est pas possible de continuer dans cette dépendance où la vie et toutes ces ressources naturelles, comme on appelle, que je n'aime pas du tout, parce que la vie a d'autres services à nous donner. Si nous respirons, c'est parce qu'il y a la forêt amazonienne. Ça vaut beaucoup plus que tout l'or du monde. Donc je pense que oui, un modèle économique, et nous les scientifiques, et je vais faire partie de ce groupe, on va proposer, parce qu'on a déjà les solutions. Il faut que la nature, ça ait le prix le plus cher de toute la planète. Ça résout tous les problèmes. Me reuní con muchas organizaciones diversas, ¿no? Como que era realmente, se sentía una fuerza en la calle abrumadora que era muy esperanzadora, ¿no? Que nos invitaba a mantenernos ahí así lloviera, y a muchos nos invitaba a mantenernos a pesar de que tuviéramos miedo de que nos dieran un balazo, porque pues digamos que se empezó a callar a la gente directamente con disparos, ¿no? O hacer seguimientos. Entonces había una cosa ahí fuerte, muy, muy importante que nos mantuvo, pero que se fue apaciguando, ¿no? Se fue apaciguando por esos disparos, porque pues igual el miedo a la muerte es una cosa bastante fuerte y es una cosa que se ha manejado mucho en nuestro país, ¿no? Entonces digamos que era muy fuerte, pero también era lindo ver a las personas manifestarse desde el lugar, ¿sí? Como que lo invitamos a la gente, bueno, si a usted le da miedo de repente salir a la calle, entonces desde su ventana usted puede colgar algo o puede sacar su olla y hacer ruido, ¿no? Como se dieron muchos cacerolazos en este paro, y para mí era muy simbólico porque era hablar con el otro, ¿no? Era como, y era también un grito, ¿no? Era como asomarse a la ventana y ver en esas ventanas con luz un montón de sonidos que se comunicaban entre sí, se decían, bueno, estamos acá, yo estoy contigo, yo te acompaño, también siento tu dolor, ¿no? Como tengo miedo de salir a la calle, pero desde mi ventana igual estoy contigo, ¿no? Como para mí eso era demasiado poderoso, y pues sin duda eso es un performance, ¿no? Es una cosa potente, porque pues es también necesario respetar el lugar desde el que cada uno se enuncia, ¿no? Como no decir como, bueno, ¿por qué no sale a marchar si yo estoy ahí dando la cara, ¿no? Sino más bien invitar a que cada uno desde su lugar, desde el que puede, el que quiere, el que se siente cómodo, también manifestarse, pero manifestarse. La invitación era eso, como no nos quedemos callados, llevamos mucho tiempo estando callados, estamos cansados de estar callados, ¿no? Hay un grito ahí que quiere salir, entonces saquémoslo
por el lugar que tenemos y queremos, ¿no? Gracias, Olvi. Álvaro, te toca a ti. No, qué cosa tan berraca. Bueno. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Quisiera iniciar con un pequeño texto, pues un poco pequeño, tampoco voy a extenderme. Homero dijo que los dioses tejen desgracias para que las generaciones del porvenir tengan algo que cantar. Sea ello un consuelo o no, todas las generaciones, efectivamente, han cantado para conjurar y exorcizar esas desgracias, raras veces tejidas en verdad por los dioses, la mayor de las veces, si no todas, fraguadas por el hombre para subyugar a otros hombres. Tuve la oportunidad de vivir en carne propia el paro nacional en Cali, convertida como la capital de la resistencia, conocida ampliamente en el mundo. Las situaciones sociales nos afectan sí o sí. Eso no es algo que nosotros en la academia hayamos tenido muy en cuenta hasta el paro nacional. Y en especial con mi caso. Yo soy un simple cornista, pero la situación que me pasó a mí le pudo haber ocurrido a cualquier otro músico o artista. Una desaparición forzada, a un chelista, amigo mío, casi igual lo desaparece. Chelista. Tuve la oportunidad de estar en Punto de Resistencia, Puerto Resistencia. Tuve la oportunidad de estar en la magnífica inauguración del monumento a la resistencia con el cacerolazo sinfónico. Tuve la oportunidad de presenciar en primera, en carne, en cuerpo entero, en cuerpo y voz, lo que pasó en Cali. Desde el primer minuto del paro nacional del 28 de abril hasta el último día. Momentos de zozobra total en Cali. Ningún barrio se salvó de una balacera. Ninguno. Viví lo que sucedió con la Guardia Indígena el 8 de mayo. Pasando por la avenida Cañas Gordas, tipos vestidos de blanco salen a dispararles sin misericordia. Viví lo del 28 de mayo. No me gusta hacer este énfasis en soy, pero desgraciadamente me toca hacerlo. Soy víctima de brutalidad policial. Soy víctima de brutalidad civil por parte de civiles que se creyeron dioses al tomar las funciones de la policía y disparar a mansalva contra manifestantes que solo tenían una lata para defenderse y que si mucho tenían una cámara para reportar. Desgraciadamente el paro en Cali dejó muchas heridas abiertas, muchísimas. Dejó ver la enorme desigualdad que existe en Cali, la enorme igualdad y la enorme desigualdad, y no solo en Cali, en el resto del país. Todo el mundo bajaba la guardia mientras Cali se resistía a dejar pasar el paro nacional, así por así. Muchos jóvenes que en muchas ocasiones expresaban: no tenemos nada que perder. Se pusieron la camiseta y fueron a protestar y fueron a defender. Sin embargo, muchos de ellos fueron capturados y muchos de ellos fueron asesinados. Desgraciadamente, vivimos una de las peores represiones policiales en la historia de la ciudad. Mientras muchos decían: ¿por qué están protestando? Es que todo les gusta regalado. El desempleo rampante, la pobreza rampante y el hambre rampante. Quizás eso sean
motivos de peso de hace mucho tiempo, pero lo que se estaba viviendo en Cali en la época post-pandemia era desmesurado, totalmente desmesurado. Yo, en primera persona, y lo puedo decir con motivo de orgullo, puedo decir de que soy parte de una generación la cual hizo historia en Colombia. Jóvenes que en muchos casos eran profesionales de las mejores universidades que estaban en Cali, Javeriana, Univalle, San Buenaventura, muchos jóvenes de privadas que pues viven en una burbuja constante, salieron a las calles a protestar. Mucha gente que en principio se negaba a ver la situación que estaba en Colombia, le dieron la razón a la protesta social y salieron a marchar. Y no fue una protesta que haya sido, no fue una protesta que se haya mantenido por causa y obra de las centrales obreras y de los comités educativos y de las asociaciones, etc. No, fue una iniciativa de la ciudadanía mamada y cansada de la desigualdad social en Colombia, de la enorme desigualdad social, de las metidas de pata del gobierno, de las declaraciones del gobierno anterior, y que llevaron al estallido y que llevaron a Cali a un camino sin retorno. Por eso Cali, la mayor tasa de muertos en el paro nacional la tiene Cali. La mayor tasa de desaparecidos la tiene Cali. Y en general el Valle del Cauca. Es triste ver que muchos de los compañeros con los cuales tuve la oportunidad de charlar mientras estábamos detenidos o mientras estábamos en los puntos de resistencia, muchos de ellos estén metidos en la cárcel. Muchos de ellos que le apuestan a un cambio de pensamiento social en Colombia. Es que esto no es una cosa de ahora, es una cosa de antes. Colombia ha vivido ensangrentada durante más de 200 años de república. Unas porque uno es rojo y el otro es azul, y otra porque eres de izquierda y tú de derecha. Desgraciadamente ha sido la guerra constante en Colombia. Entonces, en ese sentido, debo decir que el rol del artista es muchísimo y es de mucho valor, no solo en la protesta social, sino en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta apertura. Justamente de los presos, Chloe va a hablarnos un poco más adelante, que tiene también algo que comunicarnos. Sí, perfecto. Justamente cada uno de ustedes vivió el estallido social desde diferentes ciudades. Algunos tuvieron que salir del país justamente para salvar sus vidas. Otras fuiste eco de muchas cosas de la situación en Colombia. Pero voy a retomar lo que decías, Wilmer, de cada uno, es de respetar el lugar donde cada uno quiera estar. Y cada uno de ustedes decidió estar de lleno y al frente con sus artes, con sus diferentes disciplinas. De pronto, preguntarles, ligando lo que decías, Álvaro, de que decías de los músicos, pero voy a alargar a los artistas y las artistas. El contexto social nos toca sí o sí, así no seamos conscientes necesariamente, pero de pronto ligarlo ahora al llamado actual con este nuevo gobierno y lo que han llamado justamente la cultura de paz, que pasa por ese proceso del estallido cultural, que es un estallido social pero a través de más
como énfasis en cultores, artistas. Solo preciso que para la diáspora el estallido social siempre ha sido un estallido cultural. ¿Cómo ven ustedes, o cómo se ven ustedes? De pronto personalicémoslos así directamente, en ese papel de construir esa cultura de paz. Hay un llamado del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a contribuir a ello. ¿Cómo piensan ustedes que pueden contribuir o que podemos contribuir? ¿Qué pistas tienen? ¿Por qué es importante? Sí, no. Bueno, eso es una pregunta bien interesante y que hasta ahora venimos a hacer un racionamiento puntual de qué es la cultura y cómo puede estar ella dentro de lo que es, dentro de la paz, ni siquiera, dentro de los territorios, dentro de cómo puede la cultura primero cambiar el pensamiento social. ¿Cómo puede una sociedad ser sensible a través de la cultura? Eso lo ha hecho en muchas ocasiones Petro. El ser humano, si no es sensible por medio de las artes, es un ser que claramente puede hacer cualquier cosa, o sea, puede pensar, pues es sujeto de manipulación. El arte sensibiliza al ser humano, cualquier expresión artística, desde el dibujo, desde la danza, pasando por la música y el teatro. El arte sensibiliza, eso es lo que nos hace sentirnos vivos como seres humanos. Y desde ahí se construye la paz. Desde la sensibilidad humana se construye la paz. Que eso ya es inversión, que eso ya es generar garantías para el acceso a la cultura en todos los territorios, sensibilizar las diferentes formas de expresión cultural, porque no todos los territorios tienen diferentes expresiones culturales, y al contrario de cercenarlas, hay que promoverlas, porque son diferentes territorios y son diferentes pensamientos. Para eso se llama democracia. En el campo, en el arte, en la cultura como tal, lo que tenemos que ver es primero cómo cómo llegamos a ese nivel de sensibilización, de sensibilidad humana, en el cual nos quitemos de la cabeza de que todo se tiene que acabar a bala. Empezando por esa mínima cosa. Cómo los artistas, cómo nosotros como artistas, cómo nosotros podemos emplear nuestros esfuerzos para sensibilizar a una población que durante años ha vivido entre guerras. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Qué es el arte? En principio debemos de plantearnos qué es el arte. El arte, según definiciones, es el conjunto de acciones y actividades que se expresan a través de diferentes técnicas y o sonidos y o movimientos y o escritos, tales como escritura, tales como el teatro, tales como la danza, tales como la música, tales como etc. Y que Colombia es uno de los países multiculturales del mundo. Cada región tiene su expresión cultural, cada región tiene su esencia cultural, y a través de esa cultura, de esa esencia, de ese arraigo cultural se debe sensibilizar a la sociedad. Justamente el cambio del nombre también del Ministerio de la Cultura, algo más amplio. No sé, Tati, si quieres, o Wilmer. Yo soy de la ciudad de Ibagué y yo recuerdo que la primera vez que yo me acerqué a una obra como tal tenía 18 años,
porque a mi ciudad como provincia, como ciudad de paso, pues llegaban o llegan todavía obras de carácter profesional al Teatro Tolima, pero tienen unos costos que en el caso, por ejemplo, de mi familia, pues no los podíamos pagar de ir a ver una obra. Ya cuando lo pagué yo fue porque ya era grande, ya era mayor de edad, ¿sí? Pero digamos que a los niños no se les garantiza este derecho constitucional y es un derecho que debe ser garantizado desde la escuela, desde la primera infancia. Y es una deuda histórica, es una deuda pendiente que tiene el Estado con la sociedad colombiana y que este gobierno por el que decidimos apoyar, apoyamos precisamente pensando en que exista esa posibilidad de garantizarlo, ¿no? Y que Petro lo ha dicho y Francia también lo han dicho. Siento que también es muy importante que en este proceso que se viene, que va a ser muy arduo, que apenas está pensando en ampliar el discurso, en ampliar el concepto de lo que es un ministerio para las culturas, los saberes y las artes. En este proceso que se viene también es un proceso de la escucha con las comunidades y de saber, y con los artistas, y de saber qué es lo que necesita el país, qué es lo que están haciendo las artistas y los artistas dentro del país, qué tipo de país estamos soñando y qué tipo de procesos culturales necesitamos. Si bien es cierto, como dice el compañero, una gran diversidad cultural en el país y que la propuesta que hace la ministra pues es precisamente que también los procesos culturales y tradicionales puedan llegar también a las instituciones educativas, que el bullerengue pueda llegar a las escuelas, que las cumbias también puedan ser aprendidas dentro de las escuelas, pero también otro tipo de creaciones y de expresiones artísticas. Dentro de esta gran amplitud también hay la marginalidad en el arte y hay una serie de expresiones artísticas que siempre han sido marginales. O sea, si de por sí el arte dentro de una sociedad como la nuestra ha sido totalmente excluida ya, y anteriormente tenía las migajas del presupuesto, dentro de esto también ha estado las artes marginales, que son la performance, por ejemplo, que no ha sido reconocida dentro del país y que para crear procesos en esta disciplina artística es muy compleja porque a nadie le importa eso. Cuando tú estás afuera y te preguntan qué haces y tú dices yo bailo, te preguntan si bailas salsa o si bailas folclore. Y si tú dices que haces otra cosa que nadie entiende qué es, eso no importa. Y lo que necesitamos es que también los artistas que estamos afuera, que estamos en el exterior y que también estamos haciendo y creando desde la marginalidad del arte, también podamos tener las posibilidades de seguir creando y no encontrarnos en un lugar que yo lo llamo como limbo, en el que estás en el exterior, no tienes apoyo de tu país, pero tampoco tienes apoyo del país en el que estás, porque no eres nadie. Nuestros abuelos indígenas, nuestros abuelos africanos, ¿no? Todos ellos nos dieron todas unas nociones que son importantes y hay veces se invisibilizan, o no hay veces, generalmente son invisibilizadas, ¿no? Entonces creo que hay que mediar entre también, si bien los grandes artistas, ¿no? Modernos y todo esto es importante, también es importante reconocer de dónde venimos, ¿no? Y entender que no solo somos artistas los que estudiamos arte, sino que finalmente todos tenemos una noción de arte porque nuestra historia viene desde ahí, ¿no? Somos personas construidas desde la danza, ¿no? Desde el baile, nuestros cuerpos, el cuerpo de nuestros antepasados siempre estuvo bailando, ¿no? Haciendo, ¿no? Tejiendo, ¿no? Creo que lo minúsculo que a veces se vuelve como tan obvio y por esas razones se vuelve como tan insignificante, me parece que es importante empezar desde ahí y reconocerlo. Pienso que lo que ha pasado es que finalmente eso ha sido muy relegado, ¿no? Por eso nuestros abuelos indígenas están en la calle, ¿no?
que son nuestros maestros, están ahí, o si vemos, digamos, nuestra población afro también está pues sumida en la pobreza. Ahí también hay una pregunta fuerte, ¿por qué? Pues porque ellos son los que nos han dado todo este poder también del arte, nuestra herencia, y es una forma de regularlo, pienso yo, ¿no? También de regular todo este poder, porque pues el arte es peligroso, pensar, reflexionar es peligroso, hacer, ¿no? Hacer algo que no está establecido, bailar, tirarse al piso, desnudarse, no sé, todo esto. Yo siento que es una forma de regular y siento que sí es importante darle valor a estos lugares, no decir, no, es que, porque se habla de la cultura como si fuera algo como que uno se pone. Y siento que la cultura es una cosa que está ahí desde que uno nace, ¿no? Como escuchando a la abuela cantar, ¿no? Como viéndola cocinar, ¿no? Todos estos lugares también son lugares de empoderamiento donde el arte está presente, ¿no? Como donde la repetición, la ejecución, ¿no? Los colores, los sabores están ahí y eso es cultura. Siento que es importante también ampliar la mirada y no repetirnos en estas nociones de arte que si bien son importantes, también hay que mirar un poco el origen. Me parece que, digamos, es necesario y siento que estas nuevas políticas también están haciendo una invitación para ello, ¿no? Para revisar todo esto, ¿no? Como tú decías, rescatar las danzas que están ahí relegadas, ¿no? Como si bien el folclore, digamos, no se conoce tanto. O sea, ¿cuántos de nosotros, no sé, bailamos? ¿Qué danzas de nuestro país también conocemos y bailamos? ¿Qué lenguas hablamos, ¿no? O qué lenguas conocemos, cuántas lenguas sabemos que hay en nuestro país. Es un poco como nuestro origen también es importante fortalecerlo para luego ampliarlo y también permitir que otras cosas nos alimenten, ¿no? Me parece que es importante no negar una cosa para justificar otra, sino más bien ver de qué manera se conectan y podemos validarlas, ¿no? Y darles importancia sin negar una cosa, porque pues siento que es un poco negativo negar, ¿no? Negar algo para justificar otra cosa. De pronto podemos tomar la pregunta ya de Vicky, que tú decías que podemos contestar justamente de los presos. Y voy a pasar el micrófono para las otras personas. Nos piden también en la traducción de tratar de ir despacio. Entonces, no sé si Álvaro, tú querías de forma corta y hablar un poco de los presos. Hace pocos días tuve la oportunidad de hablar con dos chicos quienes se encontraban en las mesas de trabajo con la alcaldía de Cali y los chicos de Puerto Resistencia. No sé si han escuchado un poco. En los cuales pues estábamos hablando precisamente de los delitos los cuales les han sido imputados. Hay 10 chicos que fueron capturados en el mes de junio, quienes lideraban las mesas de trabajo con la alcaldía de Santiago de Cali y el punto de resistencia de Puerto Resistencia, que fue el último en levantarse en el paro nacional. Son presos políticos, claro está, porque son personas que en primera situación pues son imputadas legalmente por delitos los cuales no cometieron y los cuales la Fiscalía por tener y por intereses más allá de los intereses de la Fiscalía pues los tiene capturados y están listos para ser judicializados. En este momento lo que necesitamos es acudir a un investigador privado para recoger o para hacer la recolección de pruebas que les permita defenderse ante un posible enjuiciamiento que será dentro de unas 3 semanas. Exactamente el 30 de noviembre, si no estoy mal. En ese sentido, estamos coordinando con unos colombianos quienes, pues por lo menos en mi caso, estamos liderando eso con ciertas personas para primero recoger fondos para eso. Para contratar al investigador privado necesitamos que haya un investigador privado porque no confían en la Defensoría del Pueblo, debido a que pues, sabemos quién es el defensor del pueblo, aquel que en pleno 28 de abril estaba en una finca en Anapoima.
Entonces, ahí de ese punto partamos. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto que quiera que se le responda? Hubo, digamos que mucha información que uno quisiera saber, porque obviamente el gobierno no le convenía mostrarlo. Y a mí me gustaría saber qué ha pasado con los desaparecidos y digamos, el tema de las personas que fueron imputadas. En tu caso, por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió? O no sé si la policía o tienes, digamos, que te estén presionando por el hecho de haber asistido a las manifestaciones. Me acuerdo tanto un sándwich mal habido y un jugo en cajita, hablando de cómo nos capturaron. ¿Cómo te cogieron? ¿Ve cómo te cogieron? Ah, no, yo estaba por allá a Puerto Resistencia, no sé qué, que no sé cuántos que eso. Fueron trasladados a Fray Damián, a la estación de policía de Fray Damián, abogados de primera línea judicial, quienes fue un colectivo de abogados que se formó precisamente para defender a los chicos que habían sido capturados y que estaban siendo judicializados injustamente. Pues lograron la liberación de 3 de ellos, eran 4. La persona con la cual yo hablé no ha aparecido. Y a veces me duele en el alma que no haya podido ni siquiera preguntarle su nombre. Desgraciadamente siguen desaparecidos. Ahí, de hecho, se encontraron cabezas de jóvenes que estuvieron degollados. Uno se encontró en Tuluá, encontraron cuerpos en los ríos. Hace poco, uno de los policías que estuvo participando en Cali, en el sector de Apocalipso, confesó que sí se habían hecho torturas en la sede del Éxito, en la sucursal del Éxito, sobre la avenida, eso es el sector de Calipso, frente a la estación del MIBE Calipso, y que sí hubo torturas y sí hubo cuerpos desmembrados y desaparecidos. Eso lo dijo ante la JEP, de hecho. En mi caso, yo interpuse una demanda penal contra el Estado colombiano. Yo me tuve que exiliar por razones de amenazas de muerte, interceptaciones ilegales, seguimientos ilegales, no solo contra mí, sino contra miembros de mi familia, contra amigos míos también. Había situaciones, pesquicios de persecución. Bueno, digamos que eso por el momento estamos en el caso de enjuiciamiento. Ya avanzamos en la imputación de cargos contra los policías, contra los civiles que participaron. Entre ellos está Andrés Escobar, el mítico joven que salió a disparar contra manifestantes y que posteriormente en una entrevista de Blue Radio lo único que salió a decir que era un arma traumática, cuando una de las pruebas que presenté, y eso lo puedo decir, muestra lo contrario. Está en etapa de ya pasamos la etapa de imputación de cargos, la fiscalía ya los acusó formalmente. Las penas de prisión podrían oscilar entre los 10 y los 15 años de prisión por el cúmulo de delitos que están ahí compilados. Me interesa un poquito la noción también de autocuidado. ¿Cómo hacen ustedes para crear cuando el cuerpo viene a solicitar tantas memorias? Lo que has vivido también estando en Colombia, lo que has vivido también en el ECO, vivencias personales. ¿Cuál autocuidado también como artistas cuando van ustedes a contar, a transmitir cosas con el cuerpo y las cuerpas? Están resistiendo, pero ¿cómo lo viven desde allí? La opción del silencio ya la tuvimos y creo que ya no es posible. O sea, si bien nuestra actualidad y los jóvenes de nuestro país lo que nos dijeron es como no nos vamos a quedar callados, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo callando, vamos a gritar cada vez que sea necesario, vamos a estar ahí al frente
Y creo que eso es una gran lección, ¿no? Como no nos vamos a silenciar, no olvidemos tan fácil, ¿sí? No sumemos siempre a la cifra uno más y bueno, ya tenemos el callo, entonces estamos acostumbrados. No podemos acostumbrarnos a esto, o sea, sin duda no es posible. Entonces la invitación también es eso, a que contemos. Cada uno tenemos una voz y una manera de contarlo, ¿no? ¿Cuál es la de ustedes y de qué manera? Pero siento que es importante también estando acá, ¿no? Porque siento que la gente dice, sí, nosotros supimos lo que pasó en Colombia. No se sabe. Incluso estando en Colombia era muy difícil saber lo que estaba pasando, ¿no? Incluso empezó a pasar cosas en Bogotá que históricamente pasaba en el campo, ¿no? Y de alguna forma nosotros que teníamos cierto privilegio en la ciudad empezamos a vivir esas violencias que nuestros abuelos campesinos y nuestros familiares en el campo han vivido, ¿no? Como cuerpos en bolsas de basura, ¿no? Como personas incineradas, ¿no? Disparos de la nada. Entonces sí es importante no callarnos ante eso. Tati, y luego una última pregunta por acá. Bueno, yo no sé realmente si en mi proceso creativo yo tenga en cuenta el autocuidado. Yo en el 2010 me encontré en Bogotá con un coreógrafo japonés que definitivamente cambió mi vida y mi manera de pensar el cuerpo y de pensar la danza. Y es pues un coreógrafo de la danza Buto y siento que desde el momento en el que me encontré con el Buto empecé a pensar el cuerpo desde la resistencia y no desde las resistencias que había vivido desde que estaba muy niña, que por el vínculo familiar era también llevada a pensar y a resistir, sino pensar la dimensión del cuerpo y pensar la dimensión del movimiento como una resistencia no solamente ante el sistema, sino también una resistencia frente a lo que se conoce como danza o lo que se piensa que es la danza. Y precisamente en ese viaje en el que empecé a entrar, yo me encuentro investigando sobre este coreógrafo que él murió en el año 2015 y estoy metida de cabeza y de una manera muy obsesiva trabajando alrededor de su obra y trabajando sobre algo que él trabajó en Colombia, que fue una reapropiación que él hizo de los NN para llevarlo luego a la danza. Este encuentro con el NN para mí fue una cosa completamente profunda, ¿sí? Porque llegó un punto dentro de mi memoria y dentro de mi cartografía social y política que me movilizó. Yo recuerdo cuando recién empezó el estallido, cuando hubo la primera matanza, por decirlo así, que para mí eso fue demasiado fuerte y creo que para todos y todas los que nos encontramos fuera del país. Y en ese día yo recuerdo que yo me fui al bosque a caminar y empecé a danzar en el bosque. Y danzando en el bosque me dije, seguiré danzando todos los días de mi vida, seguiré danzando a los muertos. Porque en la danza se piensa, hay ese imaginario de que la danza es algo lindo, es algo poético, es algo que nos cuenta historias románticas o historias bellas, pero también hay otras cosas de las que la danza no quiere hablar. Tatsumi Jikata es el originario de la danza Buto y él decía, yo danzo, mi cuerpo danza todos esos muertos que han sido olvidados. Y ese día cuando yo estaba danzando en el bosque, entró en mí también esa necesidad de pensar a través del movimiento de que mi cuerpo tenía que estar al servicio de todos esos muertos que están olvidados y que tal vez muy pocos se atreven a danzar.